Il est 13h35, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le Déj Info aujourd'hui. À la une de l'actualité, cette alerte de la communauté internationale sur la situation à Gaza où de nouvelles frappes israéliennes ont fait des morts aujourd'hui sur le territoire palestinien. La menace de la famine inquiète. Le président turc Erdogan juge inacceptable que des Palestiniens meurent pour trouver un morceau de pain ou une gorgée d'eau. 17 premiers narcotrafiquants transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin l'a annoncé en toute fin de matinée. Un transfert avec des conditions de sécurité hors normes. Et puis l'accueil des membres de la communauté des gens du voyage. Un casse-tête pour les maires de France entre obligations légales et occupation illicite. Pas toujours facile d'arbitrer. Illustration dans le Gard dans un instant. Mais tout d'abord, cette déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il est inacceptable que des Palestiniens meurent pour trouver un morceau de pain ou une gorgée d'eau. Déplacements forcés, famine, à l'instar de la communauté internationale. Le président a donc levé l'alerte aujourd'hui sur la situation à Gaza. Alors que de nouvelles frappes israéliennes ont encore frappé le territoire palestinien aujourd'hui, faisant une trentaine de morts au total. On fait le point avec Fanny Regnault. L'armée israélienne, pointée du doigt par l'Organisation mondiale de la santé. Dans un communiqué publié notamment sur les réseaux sociaux, le chef de l'agence onusienne dénonce une intervention israélienne dans plusieurs de ses locaux à Gaza et des violences infligées à ses membres. Le personnel masculin et des membres de leur famille ont été menottés, déshabillés, interrogés sur place et contrôlés sous la menace d'une arme. Une incursion de l'armée israélienne dans des quartiers jusqu'à présent épargnés par les tanks de Tsahal qui ont fait des victimes, forçant les habitants à fuir. À Gaza, 2,3 millions de personnes sont dans une situation humanitaire catastrophique selon l'Agence des Nations Unies. La famine sévit dans de nombreuses zones et touche en premier les nourrissons. Cette femme tient dans ses bras un bébé décédé. Il est mort de malnutrition. Sa famille ne pouvait pas le nourrir ni nourrir ses frères et sœurs. Dans les centres médicaux, les patients admis pour dénutrition se multiplient. Les enfants meurent de malnutrition, des enfants âgés d'à peine 1 ou 2 mois. Les points de passage sont fermés et il n'y a pas de médicaments, de traitements ou de nourriture. L'état de mon fils prouve ce que vivent les habitants de Gaza. Ce dimanche, au moins 90 personnes sont décédées lors d'une distribution alimentaire suite à des tirs de l'armée israélienne, selon la défense civile de la bande de Gaza. Israël continue d'utiliser la famine comme une arme de guerre, notamment en tuant plus de 995 Palestiniens attendant de l'aide dans leur propre piège mortel. Comme l'a averti le responsable onusien Tom Fletcher, la faim ne doit pas être contrée par des balles. Ce lundi, 25 pays occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni, l'Australie ou encore la Belgique, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi qu'à la libération des 50 otages israéliens, toujours détenus par le Hamas. Et un regard précieux pour témoigner de la situation dans la bande de Gaza avec nous, Rami Abou-Jamous. Bonjour, vous êtes journaliste palestinien sur place dans la bande de Gaza, fondateur de Gaza Press. Vous qui êtes parmi les rares reporters à pouvoir nous faire part de ce qui se passe dans le territoire palestinien, expliquez-nous ce que vivent actuellement les personnes dont on a parlé dans ce reportage. Oui, malheureusement, 2,3 millions de personnes qui sont en train de vivre une famine. Ça fait plus que 4 mois qu'il n'y a plus rien qui entre dans la bande de Gaza. Et il y avait un blocus hermétique. Et quand je dis hermétique, c'est hermétique, il n'y a plus rien qui entre, même tout ce qui est matériel médical et médicaments. Et malheureusement, la majorité de la population de Gaza dépend d'aide humanitaire parce qu'il n'y a plus rien à Gaza. Et cette aide humanitaire montre qu'à compte goutte, l'armée d'occupation, ils ont fait 4 centres de distribution de la nourriture. Ils mettent à peu près 3 000 à 4 000 colis par jour. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui vont sur place. Donc malheureusement, ces gens-là, ils sont affrontés à la mort parce qu'on est arrivé à un point où la vie et la mort sont égaux. Et donc, ils jouent ce jeu de Hunger Games parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être visés par l'armée d'occupation, mais il n'y a pas de choix. Et malheureusement, toute la population aujourd'hui vit dans la famine. Dans les dernières 48 heures, d'après des sources médicales, il y a plus de 23 personnes qui ont été tuées par cette arme de la famine, malheureusement. Et malheureusement, ça continue et la vie devient de plus en plus dure. Moi, personnellement, il y a 12 jours, il n'y a plus rien à manger. Mon fils, il m'a demandé s'il voulait manger un peu de pain et de doga. Doga, c'est comme du thym. Mais malheureusement, même c'est la moindre des choses, je n'en avais pas. Moi, j'avais la chance d'avoir de l'argent, donc je peux acheter du marché même à 100 fois le prix. Mais malheureusement, il n'y a plus rien dans le marché.
Et c'est la pire des choses quand on entend son bébé ou bien son enfant qui demande d'aide à manger et on n'arrive pas à lui fournir à manger. Il y a une autre inquiétude à Gaza, Rami Abou Jamous, c'est le sort des collaborateurs journalistes de l'agence France Presse qui déclarent que leur situation serait effroyable. Le ministre des Affaires étrangères français demande que la presse libre et indépendante puisse accéder à Gaza pour montrer ce qui s'y passe. Racontez-nous en quelques mots votre quotidien, vous de reporter dans ce territoire qui est coupé du monde. Ouais, le problème, c'est qu'on est divisé entre pères de famille et reporters. Donc déjà, il faut commencer la journée par faire ou satisfaire les besoins de la famille et surtout d'avoir de la nourriture parce que la nourriture, c'est le jour au jour. Donc le matin, on se réveille pour chercher de l'eau et il n'y a plus de l'eau potable. Et est-ce qu'on a l'eau qu'on est en train de boire, c'est de l'eau douce. Donc il faut aller chercher cette eau-là et on prend des jerrycans. La scène ou l'image qu'on tous les jours, on le voit à Gaza, c'est des enfants, des femmes et des gens qui portent soit des casseroles, soit des jerrycans pour remplir de l'eau ou avoir quelque chose à manger. Et après, si on arrive à satisfaire ces besoins-là et on commence à travailler, et pour travailler, c'est déjà, il y a un problème de moyens de transport parce qu'il n'y a pas suffisamment de fuel, il n'y a pas de voitures. La majorité comme c'est écrit dans la tribune de l'AFP, la majorité de correspondants, soit ils font à pied leur trajet ou bien sur des charrettes tirées par des animaux. Et malheureusement, on ne peut pas tout couvrir en même temps parce qu'on est épuisé physiquement, on est épuisé psychologiquement, on est épuisé financièrement. Et donc, c'est pour ça qu'à couvrir et travailler, pour un journaliste, c'est très dur. Et en plus, les journalistes, non seulement qu'on vit dans la famille, mais aussi on est sous la cible. Il y a beaucoup plus de 230 journalistes qui ont été tués par l'armée d'occupation. On est une cible parce que cette armée, elle veut pas qu'il y aura non seulement des étrangers, journalistes étrangers qui entrent, mais ils veulent pas aussi que les journalistes de Gaza témoignent des crimes qu'ils sont en train de vivre. Merci Rami Abou Jamous pour votre précieux témoignage sur la situation difficile que vous vivez ainsi que la population évidemment dans la bande de Gaza actuellement. Sur un tout autre front à présent, les discussions pour la paix entre Russie et Ukraine doivent reprendre prochainement en Turquie. Alors avec quel résultat, c'est toute la question. Oui, après les échecs de mai et juin, déjà à Istanbul, Volodymyr Zelensky se dit prêt à traiter directement avec Vladimir Poutine. Le Kremlin qui dit ne pas s'attendre à des avancées miraculeuses. Mathis Menu, Nicolas de Roussy et Stéphanie Zenati. À proximité de la frontière, comme ici à Soumy, ou là, en visant directement la capitale ukrainienne, la Russie continue d'intensifier ses attaques. Des tirs, alors qu'un troisième cycle de pourparlers se prépare en Turquie. Des discussions de paix entre Moscou et Kiev qui enverra à Istanbul son ex-ministre de la Défense. Et pour chaque camp, des exigences non négociables. L'ordre du jour de la réunion est clair pour nous. Le retour des prisonniers, le retour des enfants enlevés par la Russie et la préparation d'une réunion des dirigeants. Du côté russe, il n'y a pas de changement dans l'équipe de négociation. Jusqu'à présent, nos deux projets sont totalement et diamétralement opposés. Il y a donc beaucoup de travail diplomatique à faire. La Russie, qui dit ne pas s'attendre à des avancées miraculeuses, d'autant qu'elle continue à se montrer intraitable et à réclamer avant tout accord de paix le retrait complet des forces ukrainiennes dans 4 régions considérées comme occupées, ou la promesse pour Kiev de ne jamais rejoindre l'OTAN. À près de 8000 km de là, Donald Trump compte suivre cette nouvelle rencontre de près, après l'échec des 2 sessions de mai puis juin dernier. Le président américain qui a d'ores et déjà lancé un ultimatum à la Russie en exigeant un accord de paix d'ici 50 jours, sous peine de sanctions sévères et d'une reprise de livraison d'armes à Kiev. Le Kremlin qui n'attend donc pas d'avancée miraculeuse sur ce dossier et sur la rencontre directe entre Poutine et Zelensky réclamée par le président ukrainien. Moscou semble déjà botter en touche, Paul Gogo. Oui, exactement. Alors, rien d'incroyable dans cette déclaration du Kremlin, mais tout de même, on remarque que la situation est totalement assumée par Dmitri Peskov, donc le porte-parole de Vladimir Poutine, qui en gros laisse entendre que les Russes, la délégation russe se rendra bien à ces négociations, mais qu'il ne faut rien y attendre. Donc en fait, l'idée c'est vraiment juste de montrer une sorte de bonne volonté. Nous participons à des négociations quand il y en a. C'est un message aussi envoyé à Donald Trump. Nous sommes de bonne foi.
Mais derrière, on le comprend et c'est aussi presque assumé par le Kremlin. Tout est fait pour que rien ne fonctionne, tout simplement parce que la stratégie de Vladimir Poutine, c'est de continuer ce conflit, c'est de continuer cette offensive sur l'Ukraine sans jamais faire de concessions, sans jamais ouvrir la moindre fenêtre à des négociations. Et donc c'est tout cela qu'il va falloir suivre dans les heures qui viennent, parce que peut-être tout de même que les deux parties vont s'entendre sur la libération de certains prisonniers ou le retour de certains corps. Mais même en suivant tout ça, on risque de se rendre compte assez rapidement demain que la Russie est venue avec des documents, des pages blanches, des documents vides et sans la moindre volonté de proposer des choses aux Ukrainiens pour obtenir un cessez-le-feu ou un accord de paix. Merci beaucoup Paul Gogo, notre correspondant en Russie. Retour en France maintenant. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin vient d'annoncer que 17 premiers narcotrafiquants ont été transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Vincent Vieillard, vous êtes sur place. Ce centre, c'est le premier à avoir été choisi pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Oui, ces 17 narcotrafiquants sont arrivés tout à l'heure, un peu avant 11h30. C'est une semaine plus tôt que ce qui avait été annoncé par Gérald Darmanin lors de sa venue ici en mars. Et on va en parler avec vous, Thomas Vaugran. Vous êtes donc secrétaire des Hauts-de-France pour UFAP UNSA Justice. Comment s'est passée cette arrivée? Est-ce que les 17 narcotrafiquants sont tous déjà dans leur cellule? Alors bonjour, oui effectivement les premiers détenus sont arrivés sur Vendin-le-Vieil en fin de matinée. Les formalités d'écrou ont été effectuées et l'ensemble des détenus a pu regagner leur cellule. Le tout dans le calme? Oui, tout s'est passé sans incident. Est-ce que le personnel est maintenant prêt? Ça y est, cette mission est enfin officiellement lancée. Est-ce qu'ils sont prêts à se lancer dans cette mission de garder les 100 détenus les plus dangereux de France? Alors l'ensemble du personnel est prêt, ce sont des personnels professionnels qui ont été formés. Leur méthode de travail va évoluer. Le principe de surnombre va être mis en place sur le QSCO de Vendin-le-Vieil. 3 surveillants seront toujours accompagnés pour prendre en charge un détenu. Et puis même question, on voit sur les images de Pauline Delevoye les derniers travaux. On est là sur, par exemple, proche du parking du personnel. Est-ce que l'intérieur du bâtiment, lui, est déjà terminé? Alors effectivement, il reste au niveau de l'extérieur l'occultation du parking des personnels que l'UFAP UNSA Justice a obtenu. Et à l'intérieur de l'établissement, de nombreux travaux ont été effectués. Un budget spécifique à l'établissement a été alloué et ces travaux ont été réalisés. Alors je peux vous parler notamment d'un dispositif hygiaphone qui a été mis en place sur l'ensemble des parloirs. Donc un système de vitrage qui permet notamment de ne plus avoir de contact avec la personne visiteuse. Et puis des systèmes anti-drones, des cellules renforcées ont été mis en place au sein même des coursives des bâtiments. Un POM a été également installé, un portique à ondes millimétriques. Donc un ensemble de dispositifs a été mis en place sur l'établissement pour le rendre étanche de l'extérieur. Parti avec ces 17 premiers détenus qui sont arrivés tout à l'heure aux alentours de 11h30. Merci beaucoup Thomas Vaugran. On sait très peu de choses sur ces 17 détenus, notamment leur identité. Tout ce qu'on sait, c'est que Mohamed Amra n'était pas encore arrivé ici à Vendin-le-Vieil. Il devrait l'être dans les prochaines vagues, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas quand il viendra ici dans le Pas-de-Calais. Merci Vincent Vieillard en direct de Vendin-le-Vieil avec Pauline Delevoye pour BFM TV. Également dans l'actualité, ce jugement d'une conductrice octogénaire qui avait mortellement percuté l'an dernier une enfant de 10 ans qui circulait à vélo à La Rochelle. Elle roulait à contresens. Boris Karlamov, vous êtes sur place et on attend donc la décision du tribunal correctionnel sous peu. Absolument, décision attendue d'ici une dizaine de minutes ici au tribunal judiciaire de La Rochelle. Cette femme âgée de 83 ans, elle est poursuivie pour homicide et blessures involontaires au volant d'un véhicule à moteur ainsi que pour délit de fuite. La procureure avait alors requis le 1er juillet dernier lors du procès une peine de 4 ans de prison avec sursis et une annulation de son permis de conduire pour 5 ans. Les faits ils se sont déroulés il y a quasiment un an, le 5 juin 2024, en milieu de matinée. Cette femme alors âgée de 83 ans aujourd'hui circulait à contresens sur une avenue de La Rochelle alors que la vitesse était limitée à 30 km/h. Après s'être subitement déportée sur la gauche sans raison apparente, comme l'avait indiqué le parquet à l'époque, elle avait percuté frontalement un groupe de 12 enfants âgés de 7 à 11 ans qui roulaient à vélo dans le cadre d'une sortie organisée par un centre de loisirs municipal. Margot, une jeune fille de 10 ans, avait succombé à ses blessures 2 jours plus tard à l'hôpital. 6 autres enfants avaient été blessés dans cette
cet accident. Et l'octogénaire, elle avait continué à rouler sans freiner avant qu'un témoin ne l'aide à s'arrêter. Elle avait alors expliqué avoir fait un malaise. Le 1er juillet dernier, lors de son procès, eh bien, elle a déclaré « Est-ce que je me sens responsable ?» dit-elle. Un peu, mais je conduis bien, je trouve. Lors de ce procès, les avocats des parties civiles avaient alors dénoncé des propos dénués d'émotion et parfois confus de la part de cette prévenue. À la barre, elle avait affirmé ne se rappeler de rien. Elle avait eu quelques mots d'excuses car son avocat lui avait intimé l'ordre de le faire. Les parents de la jeune Margot sont actuellement présents dans cette salle d'audience du tribunal de La Rochelle. Ils attendent donc avec inquiétude ce jugement qui va donc être rendu d'ici quelques minutes au tribunal judiciaire de La Rochelle. On va rappeler les réquisitions, 4 ans de prison avec sursis à l'encontre de cette conductrice ainsi qu'une annulation de son permis pour une durée de 5 ans. Décision à venir donc à suivre sur BFM TV. On reviendra évidemment vers vous dès que ce délibéré tombe. Merci beaucoup Boris Karlamov avec Vincent Hénin à La Rochelle. Le 1,5 million de signatures a été largement dépassé. Depuis 12 jours, la pétition contre la loi Duplon donne à ses détracteurs l'espoir de l'ouverture d'un débat sur la nocivité d'un pesticide que le texte autorise temporairement pour aider les agriculteurs. Dans le gouvernement, les ministres concernés se disent ouvertes à la discussion. L'opposition est vent debout. Un recul est-il possible sur le texte? C'est toute la question. Romain Langlais. Le texte n'en finit plus d'agiter la classe politique. Face au succès de la pétition contre la loi Duplon, Mathilde Panot prend la plume ce matin. Au-delà d'un nouveau débat, l'insoumise appelle dans une lettre Emmanuel Macron à engager une seconde délibération sur l'utilisation des pesticides. Il est inconcevable qu'un texte suscitant une opposition aussi large, scientifique et citoyenne, et adopté dans des conditions indignes d'une démocratie parlementaire, puisse entrer en vigueur. Il est encore temps d'agir. Si le chef de l'État n'a pas prévu de s'exprimer pour le moment, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, se dit prête à débattre à la rentrée. L'organisation d'un débat est désormais à la main de l'Assemblée nationale. Le gouvernement y est bien sûr pleinement disponible. Au cœur des discussions, l'usage par les agriculteurs de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Pour le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, les scientifiques seuls doivent trancher la question. Ce produit fait l'objet d'une homologation européenne. Je rappelle, parce qu'on entend beaucoup de choses et beaucoup d'hystérie. Ce débat est un débat scientifique. Moi, je suis là en limite de compétences, je ne suis pas toxicologue, ouais. Mais ce que je dis, c'est qu'il est utilisé partout, et donc il est reconnu comme étant utilisable, et c'est le cas en ce moment par l'autorité sanitaire européenne, alors il faut que les agriculteurs français puissent l'utiliser. Favorable à la loi Duplon votée début juillet, Marine Le Pen dit elle aussi soutenir de nouveaux échanges parlementaires pour restaurer la confiance des Français. Cette question à présent, comment accueillir correctement la communauté des gens du voyage? Entre obligations légales et occupations interdites, les arbitrages sont parfois délicats pour les municipalités. Illustration dans le Gard, Louison Gasnier, Léna Kozik, Marie Debay avec Blandine Dalena. Près de 150 caravanes se sont installées sur cet ancien terrain de tir à l'arc. Une occupation illégale selon le maire qui a saisi la justice pour les faire expulser. La ville de Saint-Gilles n'a pas été contactée en amont et a été prise au dépourvu. La ville de Saint-Gilles ne dispose pas des outils ou des moyens pour accueillir une telle population. Les communes de plus de 5000 habitants sont tenues de leur proposer un terrain où s'établir. Une obligation qui n'est pas respectée par la municipalité selon la communauté des gens du voyage sur place. Elle ajoute également avoir alerté la préfecture de leur venue. Ici, il n'y a pas de places qui sont réservées pour les gens du voyage. On est obligé d'être dans une position d'illégalité, comme ici par exemple. Nous avons trouvé ce terrain qui est abandonné. Vous voyez le terrain comme il est, c'est pas une pelouse de rugby ou de football, quoi. Justement, en parlant de terrain de rugby, celui du club Marseille Rugby Méditerranée a été occupé par plus de 200 caravanes. Elles l'ont depuis quitté en laissant derrière elles de gros dégâts. Il y avait des manifestations sportives de fin d'année scolaire qui étaient prévues, qui ont toutes été annulées. Il y a des enfants du secteur qui ont préparé pendant près d'1 an ces tournois, ces manifestations et qui ont été frustrés d'ailleurs comme nous. Selon la mairie, la remise en état du terrain lui coûtera plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bonjour Johan Tarascon, vous êtes président du comité des Tziganes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a vu dans ce reportage les difficultés que les gens de la communauté des gens du voyage peuvent rencontrer. Vous-même, décrivez-nous votre situation actuellement.
Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, nous avons regardé en 2024 et seulement 12 départements en France respectent leurs obligations par rapport à l'accueil des gens du voyage. Et le problème, c'est que les responsables de groupe doivent envoyer une demande aux EPCI et aux préfectures. Et c'est à eux à gérer après l'afflux et le besoin. Mais ce qui est sûr, c'est que si les gens du voyage, que nous sommes français depuis tout le temps, si nous sommes sur des terrains vagues et sur des terrains, comme l'État dit, dans l'illégalité, c'est parce que les maires, aujourd'hui, les mairies ne respectent pas la loi Besson et ne construisent pas d'aires d'accueil pour nous accueillir. Ça veut dire que les aires d'accueil ne sont pas correctement aménagées, c'est le message que vous faites passer? Les aires d'accueil ne sont pas correctement aménagées pour recevoir certains groupes, mais on va même plus loin, c'est que les aires d'accueil ne sont pas construites, les aires de grand passage ne sont pas construites. Il faut savoir que dans chaque département français, la loi oblige 1 à 2 aires de grand passage de 4 hectares pour nous accueillir. Et du moment que les départements et les mairies ne respectent pas cet engagement qu'ils ont par rapport à la loi est française, nous sommes français et nous demandons à l'État de faire quelque chose pour faire respecter cette loi. On a l'impression que ce problème il est récurrent, qu'il revient notamment tous les étés. Comment est-ce que vous expliquez que vous ne trouviez pas de réponse du côté de l'État? Le problème, c'est que dans chaque préfecture de France, il y a une commission des gens du voyage, où je suis dans plusieurs préfectures pour faire respecter cette loi Besson et l'accueil des gens du voyage. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes confrontés à des maires qui ne veulent pas donner de foncier, ils ne veulent pas mettre l'argent nécessaire pour nous accueillir, nous en tant que Français, avec un mode de vie différent d'autres citoyens. Mais par contre, après, ils mettent de l'argent public dans toutes les procédures et pour refaire les terrains. Mais c'est bien dommage parce que chaque année, nous avons les mêmes problèmes. Ces problèmes augmentent. Nous voyons de plus en plus de l'antitiganisme des gens qui sont contre nous parce qu'ils croient que c'est à cause de notre propre volonté que nous sommes sur des terrains. Mais nous, ce que nous demandons, c'est que la loi soit respectée et que quand nous arrivons dans des villes de plus de 5000 habitants, les terrains d'accueil soient là pour nous accueillir. Comment faire finalement, Johan Tarascon, pour que cette cohabitation se passe au mieux, au-delà forcément du respect de la loi? En réalité, il faut une volonté politique. S'il y a une volonté politique, nous avons vu dans plusieurs mairies où ces obligations sont respectées. S'il y a une volonté politique de tout faire bien et de discuter, si on se met tous autour de la table avec l'État, les mairies, les EPCI, pour trouver des solutions et pour construire des aires d'accueil, dans des villes, ça se passe très bien. Mais malheureusement, quand des maires ne veulent pas construire ces aires, après, nous sommes obligés de vivre. Vous savez, on ne peut pas obligatoirement se mettre à côté de déchetteries ou d'abattoirs ou de stations d'épuration. Nous sommes des êtres humains, nous avons des enfants. Nos enfants, bien souvent, sont scolarisés parce que la loi nous l'oblige également et c'est ce que nous voulons, parce que nous voulons que nos enfants aussi apprennent. Donc, nous voulons vivre dignement, comme tout citoyen français. La météo ? Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Les orages viennent du large. Changement d'ambiance sur les plages. Voici les premières lueurs d'orage ici à Roscoff, la cité corsaire du Finistère, qui sera bien arrosée. Ce sera bien agité également tout au long de cette nuit. Sur une bonne moitié ouest du pays, cette perturbation orageuse va progresser. On va la retrouver donc ce mardi des bords de Manche en descendant vers les Pyrénées. On va surtout surveiller les cumuls de pluie à venir de l'intérieur de la Bretagne jusqu'à la Normandie, en direction des Pays de Loire. Et en allant vers le sud, il y a ce front orageux assez organisé qui lui va remonter du Pays Basque jusqu'en Auvergne en matinée, puis il va se décaler dans l'après-midi vers le midi toulousain jusqu'en basse vallée du Rhône. On aura des cumuls importants au pied du Massif central et on aura probablement de la grêle localement, forte activité électrique sur une bonne partie du pays. Difficile de passer à côté de ces orages en réalité. Les températures vont assez peu évoluer le matin, compter de 10 à 22 degrés dans l'après-midi. En revanche, là, ça va bien baisser, notamment au nord. On repassera parfois sous la barre des 20 degrés, pas plus de 19 degrés à Rouen sous la pluie. Vous aurez 23 à Paris, il fera 24 à Bordeaux, 28 tout de même à Lyon et jusqu'à 31 degrés. Pour Marseille, les orages vont s'attarder pour cette fin de semaine, notamment pour cette journée de jeudi, principalement du Massif central jusqu'aux frontières du Nord.
Ça va s'améliorer ensuite à partir de vendredi avec une poussée anticyclonique assez faible mais qui devrait nous garantir des éclaircies. Pour ce week-end, ça va se radoucir à partir de samedi notamment et dimanche. On sera globalement dans les moyennes malgré déjà une nouvelle perturbation dans le nord-ouest. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour votre Déj Info. Il est quasiment 14h sur BFM TV. À la une de l'actualité, 17 premiers narcotrafiquants transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, l'a annoncé en toute fin de matinée. Un transfert avec des conditions de sécurité hors normes. On vous expliquera quels aménagements ont été mis en place. Automobile et l'UFC Que Choisir qui saisit la justice face à Stellantis. C'est la première action de groupe intentée en France au sujet de ces airbags défectueux, les Takata, avec pour objectif d'obtenir des indemnisations pour les véhicules qui ont été immobilisés indûment. Le point dans un instant. Une mobilisation citoyenne inédite contre la loi Duplon. La pétition a dépassé le 1,5 million de signatures. Le gouvernement s'est dit disponible à un nouveau débat au Parlement. De son côté, la FNSEA dénonce une hystérie autour des pesticides. Et de nouveau, pour parler à venir entre Russes et Ukrainiens en Turquie, nous verrons si le coup de pression de Donald Trump peut faire bouger les lignes. Le Kremlin, en tout cas, dit ne pas s'attendre à des avancées miraculeuses. Les 17 premiers narcotrafiquants viennent donc d'être transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Annonce du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, en toute fin de matinée. Ce centre est le premier à avoir été choisi pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Et vous avez pu le visiter, Pauline Revenat, chef du service police-justice de BFM TV. Quels aménagements ont été mis en place dans cette prison? Alors moi, j'ai pu visiter cette prison en avril dernier et ce qui était assez frappant, c'était un silence assourdissant. On a pu visiter tous les aménagements, tout ce qui était en train d'être mis en place, notamment les parloirs avec aucun contact derrière une vitre. On remontait en fait des hygiaphones, des visiophones, si vous voulez, des parloirs à l'ancienne, pour qu'il y ait le moins de contact possible physique entre les détenus et leurs proches. Il y avait aussi des cours de promenade aménagés et c'était le sentiment d'un grand silence. Je crois qu'à l'époque, l'établissement était quasiment vide et avant que ces 17 nouveaux détenus arrivent, il y avait 4 détenus qui restaient en charge. Ce qu'on sait, c'est que les travaux d'aménagement, ils ont coûté 4 millions d'euros. Et il y avait aussi, on a pu visiter des cellules avec double menottage, c'est-à-dire que vous avez une porte, une grille, un caillebotis aux fenêtres et un système d'arrêtoir de porte, ce qui signifie que lorsque vous ouvrez la porte et que le détenu peut éventuellement s'opposer ou s'obstruer devant le surveillant, eh bien un système de protection pour éviter qu'il y ait le moindre incident. On a aussi pu visiter des salles de visioconférence. Vous savez, ça permet d'éviter les extractions. On en a parlé notamment sur le cas de Mohamed Amra. Cela permet de pouvoir faire comment on appelle ça, des auditions à distance pour éviter effectivement ces extractions qui sont dangereuses. Et puis on nous a rappelé qu'il y avait des fouilles intégrales systématiques après tout contact avec l'extérieur. L'objectif, c'est de rendre complètement étanche cette détention haute sécurité qui entre en vigueur effectivement le 31 juillet, mais Gérald Darmanin l'a annoncé. Il y a déjà les 17 premiers détenus qui sont arrivés à Vendin-le-Vieil. Et puis, nous, de notre côté, il faut rappeler qu'il y a quelques détenus, et peut-être seront-ils plus nombreux, qui contestent ces conditions d'incarcération. Ils déposent des recours devant le tribunal administratif. Mais attention, ce recours n'est pas suspensif. Donc le transfert, il a lieu. Et puis ensuite, on verra ce que décidera la justice administrative sur ce point-là. Merci Pauline Revenat pour ces explications et surtout cette vision de l'intérieur de ce centre donc, qui a commencé donc, à recevoir ses premiers détenus les plus dangereux. Dans l'actualité également, l'association UFC Que Choisir qui lance une procédure judiciaire contre Stellantis en France, l'association de consommateurs qui a activé une action de groupe pour indemniser les propriétaires de véhicules équipés d'airbags Takata. 1,7 million, vous le voyez, de véhicules au total sont visés par une interdiction de circuler en raison d'airbags potentiellement défectueux. Les explications de Valentin Demey. Aider les propriétaires de voitures Stellantis et Citroën à être indemnisés,
Voilà pourquoi l'UFC Que Choisir lance une action de groupe en justice contre les 2 constructeurs dans l'affaire des airbags Takata. Fin juin, le gouvernement a demandé l'immobilisation d'1,7 million de véhicules dans l'attente du remplacement de leurs airbags. Ces mesures de stop drive sont les conséquences directes de la gestion chaotique de Stellantis et Citroën et ouvrent ainsi le droit à réparation au profit des consommateurs lésés. Selon l'association de consommateurs, 2 phases s'ouvrent désormais. D'abord, un premier jugement qui doit admettre la responsabilité des 2 constructeurs. Ce qu'on demande au juge, c'est de rendre un jugement par lequel il va retenir la responsabilité du constructeur et fixer des critères précis d'indemnisation. L'UFC Que Choisir demande à la justice plusieurs types d'indemnisation pour les propriétaires des véhicules concernés. Par exemple, un préjudice de jouissance, ne pas pouvoir utiliser son véhicule librement donnerait lieu à une indemnité journalière. Une indemnisation des frais d'assurance ou encore de stationnement sont aussi demandés. La fondatrice du collectif Scandale Airbag Takata se réjouit du soutien de l'association de consommateurs. Elle alerte également sur le nombre de véhicules concernés. Les 1,7 million de véhicules ne concernent que le stop drive. Il y a 2,5 millions de véhicules qui effectivement sont encore roulants sur nos routes et qui sont de véritables bombes à retardement. Tristement célèbres, les airbags Takata sont à l'origine de 18 décès et 25 blessés en France selon le ministère des Transports. Ils peuvent exploser de façon incontrôlée en raison de la présence de nitrate d'ammonium, un explosif qui se dégrade avec le temps. Et on va aller plus loin avec vous, Magali Chalet, journaliste BFM TV, qui justement avait participé à cette enquête et au recueil de ces témoignages. La force de cette action dont on parle, c'est qu'elle est lancée par cette UFC Que Choisir. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Alors, l'UFC Que Choisir avait déjà déposé 2 plaintes au pénal. Donc, cette fois-ci, elle décide d'agir au civil pour obtenir réparation. Et donc, elle porte une action collective, une action de groupe. Et ça se passe en 2 temps. Donc, d'abord, aujourd'hui, elle porte plainte. Les audiencements, ils commenceront seulement à la mi-octobre. Et c'est seulement dans un second temps que toutes les victimes lésées pourront venir se joindre à la plainte. Et ça, en fait, ça peut prendre beaucoup de temps, parfois même des années, à cause de l'encombrement de la justice. Magali, l'UFC Que Choisir dénonce des manquements, lesquels ? Alors d'abord une faute du constructeur qui n'a pas respecté l'obligation générale de sécurité de ses produits vendus, et ensuite des manquements dans les procédures de rappel. L'UFC considère qu'il s'agit d'une gestion chaotique organisée par Stellantis. Concrètement, du coup, l'UFC demande des indemnités financières pour réparer plusieurs préjudices. Ces préjudices, ce sont tous les préjudices qui découlent de la procédure de stop drive. Donc il y a des indemnités journalières pour l'immobilisation du véhicule alors qu'il n'a pas été utilisé, une indemnisation pour les coûts de cotisation du véhicule non utilisé, les frais de stationnement, les voitures de substitution pour remplacer le véhicule immobilisé, les frais de remorquage et puis aussi tous les frais par exemple d'annulation de vacances, on en a aussi parlé, culturels, touristiques, et enfin tout ce qui concerne le préjudice moral, le fait d'avoir roulé dans un véhicule qui était équipé d'équipements dangereux, et aussi tous les tracas qui ont été causés par cet arrêt du véhicule. Merci beaucoup pour ces détails, Magali Chalet. À 14h07 sur BFM TV, on revient sur cette pétition qui dénonce notamment la réintroduction d'un pesticide très décrié dans l'agriculture et qui a recueilli 1,6 million de signatures à l'heure actuelle. Oui, face à cette mobilisation citoyenne inédite, le gouvernement se retrouve dans l'embarras. On va y revenir dans un instant avec Alexis Cuvillier. D'abord, je vous propose d'écouter Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Il était l'invité de BFM TV ce matin et il dénonce une hystérie autour des pesticides. Ce produit, c'est un produit qui fait l'objet d'une homologation européenne. Je rappelle, parce qu'on entend beaucoup de choses et beaucoup d'hystérie. Pour moi, l'enjeu, c'est évidemment d'assurer la santé, mais c'est aussi de faire en sorte que je continue à produire une alimentation au profit des Français. Et moi, je le redis, une alimentation de qualité. Donc ce débat est un débat scientifique. Moi, je suis là en limite de compétences, je ne suis pas toxicologue, mais ce que je dis, c'est qu'il est utilisé partout, et donc si il est reconnu comme étant utilisable, et c'est le cas en ce moment par l'autorité sanitaire européenne, alors il faut que les agriculteurs français puissent l'utiliser. Franck Richer-Girolet est avec nous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole de l'association Avenir Santé Environnement. Une hystérie autour des pesticides selon la FNSEA. Que répondez-vous ? Concernant l'acétamipride, quelque chose d'assez simple. C'est pas parce qu'il est autorisé que c'est un produit qui est anodin. Il faut rappeler que l'EFSA, donc
l'agence sanitaire européenne à laquelle fait souvent référence M. Rousseau, a dit en 2024 dans un document qu'il y avait une incertitude majeure sur l'innocuité de ce produit-là, sur la santé humaine, et qu'il serait bon de produire des données supplémentaires pour une évaluation plus appropriée. Et malgré ce que dit justement l'EFSA, on est en France en phase de réintroduction de ce produit-là, qui a des effets possibles sur le développement du cerveau, notamment des fœtus, et ce qui a conduit d'ailleurs l'EFSA à baisser la dose journalière admissible de ce produit-là. Et voilà, nous, les spécialistes en France, tels que Jean-Marc Bonmatin, spécialiste des néonicotinoïdes, disent que ça suffit à appliquer un principe de précaution, et on en est bien loin aujourd'hui. Alexis Cuvillier, chef adjoint du service politique BFM TV, avec nous pour décrypter justement tous les à côté, je vais y arriver, de cette pétition. Avec cette mobilisation inédite, le gouvernement ne peut pas rester muet et il marche quand même sur des œufs. Il commence à s'exprimer, le gouvernement, avec deux expressions hier de deux ministres importantes qui sont liées à ce texte. La première, c'est la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux, elle est discrète ces derniers jours, elle devrait être sur le terrain demain et répondra probablement aux nombreuses questions que pose cette mobilisation citoyenne. La ministre de l'Agriculture, elle continue de défendre le texte, tout en disant qu'il respecte les enjeux de santé et d'environnement. Elle se montre néanmoins ouverte à ce qu'un débat puisse bien avoir lieu. Évidemment, difficile d'avoir une position contraire lorsque l'on voit l'engouement et le nombre de signatures très importants désormais. L'organisation d'un débat est désormais à la main de l'Assemblée nationale, dit Annie Genevard. Le gouvernement y est bien sûr pleinement disponible. Elle participera donc sur le banc du gouvernement à ce débat si la conférence des présidents de l'Assemblée nationale souhaite bien qu'il ait lieu. Ce débat, on le rappelle, sur la pétition. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, s'est également exprimée hier pour dire, elle, qu'elle était également ouverte à ce que ce débat puisse avoir lieu. Elle souhaite, et elle reprend là-dessus une proposition de Gabriel Attal, le patron de Renaissance et du groupe des députés Ensemble pour la République à l'Assemblée. Elle souhaite que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, puisse être saisie par le gouvernement pour donner son avis sur les dérogations que la loi prévoit, afin, je cite, que les décisions soient prises avec la meilleure connaissance des données scientifiques disponibles. Un retour à la science, c'était l'expression qu'avait employée Gabriel Attal hier à ce sujet. On sent donc qu'il y a une forme d'unanimité désormais chez beaucoup de groupes politiques et au sein du gouvernement sur ce débat qui portera sur la pétition. Mais la gauche, elle, maintenant, elle demande et elle prépare l'après. Ce débat, c'est une étape, mais il faudra revenir à un débat, cette fois-ci, sur la loi. C'est Mathilde Panot, la patronne des députés de la France Insoumise, qui fait cette demande et elle l'a fait à pas n'importe qui, au président de la République. Ce débat devra avoir lieu, dit Mathilde Panot, mais cela ne saurait suffire. Nous vous demandons, elle s'adresse à Emmanuel Macron, solennellement d'engager une nouvelle délibération de ce texte. Ça, c'est une prérogative constitutionnelle du chef de l'État qui peut choisir de renvoyer tout ou partie d'une loi devant l'Assemblée, même si celle-ci a déjà été votée, pour que la loi puisse être rediscutée. À ce stade, selon nos informations, le président de la République n'a pas prévu de s'exprimer à ce sujet avant que le Conseil constitutionnel n'ait donné son avis sur cette loi si décriée. Merci beaucoup Alexis pour ces précisions. À l'actualité à l'étranger, à Gaza, entre déplacements forcés et famine, la communauté internationale alerte. Le président turc Erdogan juge inacceptable la mort de Palestiniens pour, je cite, un morceau de pain ou une gorgée d'eau. L'Organisation mondiale de la santé dénonçait des attaques israéliennes hier dans le centre du territoire palestinien et 25 pays appellent à la fin immédiate de la guerre. On va rejoindre notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Stéphane, Israël se retrouve donc sous la pression de la communauté internationale. Est-ce que ça peut faire bouger les lignes ? Non, il y a peu de chance. D'abord parce que cette pression n'est pas nouvelle. Elle s'exerce quasiment depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre. Et jusqu'à présent, eh bien, Israël n'a pas tenu compte de cette pression, sauf quand elles émanent des États-Unis. Elles sont très rares, elles étaient plus présentes du temps de Joe Biden, mais depuis que Donald Trump est au pouvoir, eh bien, les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël. Et d'ailleurs, les États-Unis ont critiqué cette déclaration des 25 pays et se sont rangés une fois de plus du côté d'Israël, étant donné que les États-Unis sont le principal allié d'Israël sur la scène internationale et qu'ils fournissent l'essentiel des armes utilisées par l'armée israélienne. Eh bien, il a fort à parier que ces protestations émanant pour l'essentiel de pays européens ou de pays musulmans,
influence d'une manière ou d'une autre Israël, qui est déterminé malgré la crise humanitaire. Donc on voit les images sur l'écran. Israël est déterminé à poursuivre son offensive militaire. L'armée israélienne rentre profondément désormais dans le territoire palestinien, presque jusqu'au port de la ville de Gaza, avec deux objectifs: affaiblir définitivement le Hamas et faire libérer les otages. Merci beaucoup Stéphane Amar pour ce point de situation. Également dans l'actualité, le déplacement de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français en Ukraine. Il a accordé une interview exclusive à nos reporters sur place de BFM TV. Oui, notre équipe a pu s'entretenir avec le ministre depuis Kharkiv. Nicolas Coadou et Théo Touchet sont sur place. Fin de déplacement pour Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, qui a donc passé sa deuxième journée en Ukraine. Et c'est une première. Il est venu ici à Kharkiv, la deuxième ville du pays, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front, ville pilonnée presque quotidiennement par les missiles russes. C'était important pour lui de venir ici, car selon Jean-Noël Barrot, Kharkiv est le symbole de la résistance et de la résilience du peuple ukrainien. Le ministre qui s'est donc entretenu avec le gouverneur, avec également le maire de la ville, pour parler notamment de défense antiaérienne et de ce que pouvait faire la France pour aider l'Ukraine. Je vous propose de l'écouter au micro de Théo Touchet. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de la Russie et de la ligne de front, dans cette ville, la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, l'invaincu, qui a, malgré son histoire marquée par la langue et la culture russe, toujours résisté à l'impérialisme de Vladimir Poutine, qui a repoussé à de nombreuses reprises l'envahisseur en 2014, en 2022, en 2024, et qui est donc un exemple de résilience et de force d'âme. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ne se joue pas seulement sur la ligne de front, elle vise délibérément les civils, les zones d'habitation, les entreprises, pour saper, pour miner le moral des Ukrainiens. Le ministre qui s'est ensuite rendu au plus près de la ligne de front, dans la région de Kharkiv toujours. Il est allé sur une base militaire, a vu des équipements français qui avaient été cédés à l'Ukraine, notamment des véhicules de transport de troupes, des VAB, dont les militaires ont vanté l'utilité, les limites également parfois. Puis il a eu un brief extrêmement détaillé de plus d'une heure sur la situation sur la ligne de front par un général très haut placé ici en Ukraine, Jean-Noël Barrot, qui a donc écouté attentivement les difficultés de l'armée ukrainienne. Il a également mangé dans une cantine militaire avant d'enfin repartir sur Paris, ce qui marque la fin d'un déplacement qui aura duré 2 jours ici en Ukraine, son 3e déplacement dans le pays. Et retrouvez l'intégralité de cet entretien exclusif avec Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe français. Ce sera à 18h15, à suivre évidemment sur BFM Story. Patrick Sauce, on va aller plus loin avec vous parce qu'on attend ces pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Les 2 précédents n'avaient pas apporté grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut cette fois-ci pour que ce 3e round soit le bon ? Il faudrait de la bonne volonté du côté des Russes. En fait, je vous explique le décor. On sera dans un palais présidentiel turc sur les bords du Bosphore et vous aurez 2 mémorandums qui vont être placés l'un en face de l'autre. Un mémorandum, c'est quoi ? C'est en fait une note mise à la disposition des diplomates pour expliquer le point de vue du pays sur à la fois les causes de la guerre, mais surtout sur ce qu'il veut, en tout cas ce que veut la partie pour arriver à un traité de paix. On connaît les 2 parties qui sont totalement, en tout cas les 2 documents qui sont totalement inconciliables l'un avec l'autre. Vous avez l'Ukraine qui veut la fin de la guerre, mais retrouver ses territoires ainsi que des garanties de paix et de sécurité pour l'intégralité de ce territoire. Et puis vous avez de l'autre côté une Russie qui, elle, veut annexer totalement les 4 territoires qu'elle occupe en partie et de façon illégale et surtout faire reculer toute cette ou anéantir des garanties de sécurité. On n'y arrivera pas demain ou après-demain, selon les dates qui sont données par les uns ou les autres. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment avec des délégations de très bas niveau, je dirais directeur de cabinet d'un ministre des Affaires étrangères, pas plus haut. On va sans doute arriver à quelque chose de concret qui sera un échange de prisonniers, sans doute assez massif, plusieurs centaines, peut-être des échanges de dépouilles de soldats, mais ça ne soldera absolument pas la fin de la guerre. Encore moins un cessez-le-feu, même pour plusieurs jours. Ça va se poursuivre, cette espèce de jeu de rôle, au moins jusqu'à la fin de l'ultimatum qui a été lancé par Donald Trump, c'est-à-dire début septembre.
Merci beaucoup Patrick Sauce pour toutes ces précisions. Et ça y est, on peut vous l'annoncer désormais, coupable à La Rochelle, la conductrice octogénaire qui a mortellement renversé une jeune cycliste de 10 ans l'an dernier a été condamnée notamment à 4 ans de prison avec sursis et l'annulation de son permis de conduire. Un jugement qui suit donc les réquisitions du parquet dans cette affaire donc, que l'on continuera de suivre notamment avec Boris Karlamov sur place dans un instant. Mais tout de suite, c'est la chronique éco. Découvrez votre programme avec CM Line, votre partenaire minceur et beauté pour retrouver votre ligne et sublimer votre éclat. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Et il vous reste quelques heures pour profiter des soldes d'été, mais pour les professionnels, les compteurs sont déjà arrêtés. Et le bilan est en demi-teinte, c'est le moins que l'on puisse dire. Pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage de Marie Roux et Déborah Roch. Pour le dernier jour des soldes, Valérie et Rita regardent les promotions en vitrine, mais sans grande conviction. On commande sur Internet, donc faire les magasins, c'est pas rentable en fait. On voit très bien que c'est les choses qui sont recyclées. Si on trouve une pièce comme ça en passant, oui, on achète, mais en général, non. Dans les rues, les soldes n'attirent plus comme avant. Brigitte, commerçante depuis 38 ans, a enregistré une baisse de fréquentation. On a beaucoup moins de passages et puis en fait les gens ne reconnaissent plus les soldes. En fait c'est promotion, c'est soldes, donc c'est plus comme avant. Les soldes il y a 20 ans ça correspondait à 50% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui c'est, je vais dire, à 20%. Même si cette boutique tire son épingle du jeu grâce aux ventes en ligne. Là, on est sur les commandes avant les soldes. Qu'au premier jour, on est ici, on va avoir une forte augmentation de commandes. Et sur les jours suivants aussi, on voit qu'on va être au-dessus de la moyenne. Mais pour beaucoup d'enseignes, la concurrence est rude. Les géants chinois du e-commerce comme Shein ou Temu proposent des prix défiant toute concurrence. La création de tous ces produits jetables qui désormais occupent plus de 15% du marché et qui sont une concurrence terrible. On a des ventes de moins 5% de prêt-à-porter en France. Cette année, seulement 4 Français sur 10 avaient prévu de profiter des soldes. C'était votre programme avec CM Line, votre partenaire minceur et beauté. Infos et contacts sur cmline.com. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Dans un instant, la communauté internationale qui alerte sur la situation dramatique à Gaza. 25 pays appellent à la fin immédiate de la guerre. Il est inacceptable de mourir pour un morceau de pain ou une gorgée d'eau. C'est ce que dénonce le président turc Erdogan. On fera le point dans quelques minutes. À tout de suite. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. Et pour vous, c'est quoi la mobilité plus durable? C'est de pouvoir rouler même quand ma voiture est en réparation suite à un accident. Dans les carrosseries AD, on recalibre vos radars et caméras suite à un choc et on vous prête un véhicule, quelle que soit votre assurance. Rendez-vous sur ad.fr. AD, c'est sûr depuis 40 ans. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 44 kilos en 9 mois. En 6 mois, j'ai perdu 11 kilos. Et moi, j'ai perdu 50 kilos en 10 mois. Grâce à Comme J'aime, j'ai perdu 13 kilos en 5 mois. J'ai perdu 11 kilos en 4 mois. J'ai perdu 9 kilos en 4 mois. Et moi 15. Ça c'était moi avant, mais aujourd'hui j'ai perdu 15 kilos. En 9 mois, j'ai perdu 24 kilos avec Comme J'aime. Et moi 57 kilos en 11 mois. Alors pour perdre du poids, profitez de notre offre exceptionnelle pour l'été. Moins 100 € sur votre premier colis. Rendez-vous tout de suite sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Vous voyez ce tout petit caillou? Il peut faire sur votre pare-brise une énorme fissure et un gros stress à gérer. Pas avec Carglass parce qu'on le gère facilement. Avec Carglass.fr, c'est facile. 3 minutes pour prendre rendez-vous et rapide parce qu'on a le plus grand stock Carglass de vitrage d'Europe. Avec ou sans option, on a le pare-brise dont vous avez besoin. Prêt à être remplacé directement sur votre voiture. Et c'est déjà réglé, comme si rien ne s'était passé. Et en ce moment, Carglass vous offre des balais d'essuie-glace. Alors, prenez rendez-vous sur Carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. 8e édition du Grand Prix des maires. Maire élu, votre commune met en place des initiatives entreprenantes. Inscrivez-la dès maintenant sur grandprixdesmaires-candidature.fr. Interest.
Interesting. Coincé dans un anglais d'enfant? Progressez en anglais avec Babel. Tous les rêves commencent par une bonne nuit. Réveillez-vous. Il est temps de bien dormir. C'est le moment de faire le plein d'énergie. Avec Nutribullet, un maximum de nutrition en un minimum d'effort. 7 jours sur 7. C'est l'histoire de Anna, qui profite de chaque voyage pour retomber amoureuse de Pierre. De Léa, qui dit toujours « qu'importe la destination tant qu'il y a du son ». Celle de Sarah et Jean, qui n'avaient pas prévu d'accueillir un nouveau passager. Et celle de Jack, le tout petit dernier de la famille. Quelle que soit votre histoire, il y a toujours un SUV Volkswagen fait pour vous. En ce moment, profitez du T-Cross à partir de 149 € par mois. Volkswagen. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Découvrez nos offres et laissez-vous séduire par le Pérou. Le paddle. Le paddle, c'est chez Forestil. 18 pistes intérieures, 12 pistes extérieures, entre amis ou en famille, dans nos clubs de l'Aqua Boulevard, Marne-la-Coquette et La Défense. Forestil, le numéro 1 du paddle à Paris et en Île-de-France. Sur la route, il y a tout le monde et il y a nous. En cas de danger, en cas de contrôle, nous sommes prévenus, nous nous prévenons. Avec Coyote, j'évite les amendes et je roule à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Comme 80% des Français, le mal de dos me gâchait la vie. Pour votre dos, Perco a développé un t-shirt muni de tenseur. Ce dispositif médical change vos habitudes posturales et après 21 jours, 85% des utilisateurs déclarent avoir soulagé leur dos. Découvrez maintenant le premier soutien-gorge muni de tenseur breveté. L'innovation conçue pour allier posture et maintien. Il soulage efficacement les tensions du dos au quotidien. Les solutions textiles Perco sont aujourd'hui les plus recommandées par les médecins pour soulager le dos. Profitez des soldes sur perco.com. Votre programme avec l'Azérostop, centre stop tabac proche de chez vous. Plus d'infos sur lazérostop.com. Votre programme avec les soins solaires Olysée. Bien protégé, bien hydraté, pour un été en toute sérénité. Votre rendez-vous en toute tranquillité avec PayPal. Paiement en 4 fois sans frais sur vos sites préférés. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. De la fraîcheur et des averses au programme, Loïc Rivière. Oui, autant vous le dire maintenant, ce sera probablement notre semaine la plus perturbée depuis le début de l'été. De nouveaux orages arrivent déjà dans le Finistère. Première goutte du côté de Morlaix, du côté de l'île aux Dames. Il faut noter que cette ville-pont est très exposée aux inondations et les cumuls seront importants dans les heures qui viennent en liaison avec cette dépression. Alors il y a quelques averses qui circulent pour l'instant près des frontières du Nord. Elles sont assez faibles. Elles vont peu à peu s'estomper dans le courant de l'après-midi. On surveille également le vent insensible sur une bonne moitié nord, mais aussi en Méditerranée. Le risque d'incendie est élevé dans le Var et pour toute la Corse. Notez également ces fortes vagues sur le Cap Corse avec le Libetch qui va souffler jusqu'à 90 voire 100 km/h. Là on dépassera par endroits les 30 degrés en Méditerranée, sinon c'est un peu frais sur une bonne partie du pays. 26 à Limoges, 24 à Paris, pas plus de 20 degrés à Brest. Avec ces premières pluies, ces premiers orages, la nuit il sera probablement agité. Pour cette journée de mercredi, on va retrouver ces pluies soutenues en Normandie, à l'intérieur de la Bretagne, mais également du Pays Basque jusqu'au Limousin. Cumul important en très peu de temps. Ce front orageux va peu à peu se décaler vers le midi toulousain jusqu'en vallée du Rhône. Dans l'après-midi, là aussi, de forts cumuls au pied du Massif central. On aura de la grêle et une forte activité électrique. Dans tous les cas, ce sera agité sur une bonne partie de nos régions. Alors le matin, les températures accusent le coup par endroits. Une dizaine de degrés pour Aurillac, mais 22 degrés pour les Niçois. Dans l'après-midi,
On sera parfois en dessous des moyennes, parfois même sous la barre des 20 degrés, pas plus de 19 prévus à Rouen, vous aurez 23 à Paris, 24 à Bordeaux, 31 degrés tout de même ce mercredi à Marseille. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 14h30 sur BFM TV, la suite du Déj Info avec à la une aujourd'hui la communauté internationale qui alerte sur la situation humanitaire à Gaza. De nouvelles frappes israéliennes ont notamment fait une trentaine de morts aujourd'hui dans le territoire palestinien. La menace de famine inquiète et le président turc Erdogan juge inacceptable que des Palestiniens meurent pour, je cite, trouver un bout de pain ou une gorgée d'eau. 17 premiers narcotrafiquants transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Annonce du ministre de la Justice Gérald Darmanin en toute fin de matinée. Un transfert qui s'est évidemment fait avec des conditions de sécurité hors normes. La justice a tranché à La Rochelle, 4 ans de prison avec sursis, une annulation de permis de conduire. C'est ce dont a écopé la conductrice octogénaire qui avait mortellement renversé une jeune cycliste de 10 ans l'an dernier. Le tribunal qui a suivi les réquisitions du parquet. Mais tout d'abord, cette déclaration du président turc, il est inacceptable que des Palestiniens meurent pour trouver, je cite, un morceau de pain ou une gorgée d'eau. Déplacement forcé ou famine, à l'instar de la communauté internationale. Erdogan alerte sur cette situation dans la bande de Gaza. De nouvelles frappes israéliennes ont encore frappé le territoire palestinien aujourd'hui, faisant une trentaine de morts. On fait le point avec Fanny Regnault. L'armée israélienne, pointée du doigt par l'Organisation mondiale de la santé. Dans un communiqué publié notamment sur les réseaux sociaux, le chef de l'agence onusienne dénonce une intervention israélienne dans plusieurs de ses locaux à Gaza et des violences infligées à ses membres. Le personnel masculin et des membres de leur famille ont été menottés, déshabillés, interrogés sur place et contrôlés sous la menace d'une arme. Une incursion de l'armée israélienne dans des quartiers jusqu'à présent épargnés par les tanks de Tsahal qui ont fait des victimes, forçant les habitants à fuir. À Gaza, 2,3 millions de personnes sont dans une situation humanitaire catastrophique selon l'Agence des Nations Unies. La famine sévit dans de nombreuses zones et touche en premier les nourrissons. Cette femme tient dans ses bras un bébé décédé. Il est mort de malnutrition. Sa famille ne pouvait pas le nourrir ni nourrir ses frères et sœurs. Dans les centres médicaux, les patients admis pour dénutrition se multiplient. Les enfants meurent de malnutrition, des enfants âgés d'à peine 1 ou 2 mois. Les points de passage sont fermés et il n'y a pas de médicaments, de traitements ou de nourriture. L'état de mon fils prouve ce que vivent les habitants de Gaza. Ce dimanche, au moins 90 personnes sont décédées lors d'une distribution alimentaire suite à des tirs de l'armée israélienne selon la défense civile de la bande de Gaza. Un scénario désormais habituel dans l'enclave. 1000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne lors de distributions alimentaires depuis le mois de mai, selon l'ONU. Israël continue d'utiliser la famine comme une arme de guerre, notamment en tuant plus de 995 Palestiniens attendant de l'aide dans leur propre piège mortel. Comme l'a averti le responsable onusien Tom Fletcher, la faim ne doit pas être contrée par des balles. Ce lundi, 25 pays occidentaux, dont la France, le Royaume-Uni, l'Australie ou encore la Belgique, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, ainsi qu'à la libération des 50 otages israéliens, toujours détenus par le Hamas. Et on en parle avec vous, Bouchra Halidi. Bonjour, vous êtes responsable des politiques de l'Oxfam dans la bande de Gaza. Votre organisation internationale lutte notamment contre les crises humanitaires. Alors vous, actuellement, vous êtes à Ramallah, vous n'êtes pas à Gaza parce que vous ne pouvez plus y rentrer tout simplement. Mais que vous disent les personnes qui, elles, y sont bloquées ? Ouais, déjà, je veux dire que je suis ici aujourd'hui parce que mes collègues à Gaza, ils sont complètement à bout. Je viens de voir votre reportage, je suis vraiment... c'est très difficile parce qu'ils sont trop affamés en fait pour parler, ils sont trop épuisés pour continuer à alerter et parce qu'aucun État influent n'a pris en fait de mesures réelles pour protéger les Palestiniens. Les Palestiniens ont été complètement abandonnés et c'est le gouvernement israélien qui a créé cette presque famine. Ce sont ces décisions qui bloquent la nourriture, l'eau, les médicaments et c'est une politique délibérée de siège et de punition collective. Cette situation, ce n'est pas une tragédie naturelle. C'est une famine provoquée, orchestrée par Israël. J'entends un père qui m'a dit « Mon fils est mort de faim parce qu'il n'y avait plus de lait.
plus rien. Ce sont des crimes et le monde continue de parler de logistique. Un collègue, il m'a dit que je suis allée travailler sans rien manger, sans même un verre d'eau. J'ai mangé un falafel sans pain pour tenir debout. Un autre m'a dit aujourd'hui, je suis trop faible pour parler, trop faible pour continuer. Nous mourrons de faim et personne ne bouge. Vous le voyez, la communauté internationale quand même réagit. Il y a eu de nombreux messages de toutes parts qui ont émergé aujourd'hui. Mais nous n'avons pas besoin de réaction, nous avons besoin d'action. Je n'ai pas besoin de réaction de cesser le feu. J'ai besoin qu'on arrête de vendre des armes à Israël. Nous avons besoin d'arrêter le business avec l'Israël. L'Europe est un des plus grands partenaires d'Israël. Les États doivent cesser de se cacher derrière des promesses creuses en fait. Il faut agir, il faut couper les transferts d'armes, il faut imposer des mesures restrictives et il faut mettre fin à cette complicité. On ne peut pas se cacher derrière de réactions creuses. On sent votre émotion, évidemment, à travers vos mots. Est-ce que malgré tout, vous avez un petit espoir que la situation bouge enfin ? Bah vraiment non, parce que je ne vois pas d'action. Donc nous avons perdu espoir. Nous nous sentons abandonnés. Je vis ici sous occupation militaire en Cisjordanie. Je ne vis pas ce que vivent les gens de Gaza, mais je vis des restrictions de mouvement tous les jours. Je vis des restrictions sur mon eau. Je vis aussi l'occupation militaire et nous nous sentons complètement abandonnés. Israël a enfermé plus de 2 millions de Palestiniens, puis les prive de tout, de pain, de médicaments et d'eau potable. Et le monde, en fait, il regarde. Il n'y a pas d'action. Donc non, je n'ai pas d'espoir. Parce que vous, au niveau de l'Oxfam, de l'organisation globalement, quels sont vos moyens d'action actuellement ? Maintenant, nos actions sont très limitées. Nous pouvons, par exemple, donner du support psychosocial à des enfants dans des communautés dont on a encore accès, mais nous avons encore très limite d'accès. Nous avons près de 4 millions de dollars de nourriture, d'eau, de matériaux qui sont bloqués en fait en Jordanie, en Égypte et aux frontières. Donc on peut presque plus rien faire depuis que ce nouveau mécanisme par Israël a été mis en place il y a quelques semaines. Où on voit les massacres qui se passent à ces sites de distribution presque tous les jours. Nous ne pouvons presque plus rien faire en fait. Et nous demandons à la communauté internationale de nous laisser et de forcer notre accès. Nous savons faire notre travail. Nous avons des équipes héroïques vraiment à Gaza. Nous pouvons par exemple distribuer encore de l'eau, mais vraiment c'est très minimum. Comme je vous dis, mes collègues eux-mêmes sont en train de mourir de faim. Merci beaucoup pour votre témoignage rempli d'émotions. On l'entend, Bouchra Khalidi. Merci d'avoir été avec nous dans ce Déj Info sur BFM TV. Les discussions pour la paix entre Russie et Ukraine doivent reprendre prochainement en Turquie avec toujours cette question. Quel résultat ? Et après les échecs du mois de mai et de juin déjà à Istanbul, Volodymyr Zelensky se dit prêt à traiter directement avec Vladimir Poutine. Le Kremlin, lui, dit ne pas s'attendre à des avancées miraculeuses. Mathis Menu, Nicolas de Rossuy et Stéphanie Zenati. À proximité de la frontière, comme ici à Soumy, ou là, en visant directement la capitale ukrainienne, la Russie continue d'intensifier ses attaques. Des tirs, alors qu'un troisième cycle de pourparlers se prépare en Turquie. Des discussions de paix entre Moscou et Kiev qui enverra à Istanbul son ex-ministre de la Défense. Et pour chaque camp, des exigences non négociables. L'ordre du jour de la réunion est clair pour nous. Le retour des prisonniers, le retour des enfants enlevés par la Russie et la préparation d'une réunion des dirigeants. Il n'y a aucune raison de s'attendre à des avancées spectaculaires. Cela est pratiquement impossible étant donné la situation actuelle. Nous avons l'intention de poursuivre nos intérêts, de les garantir et d'arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés dès le début. Le Kremlin qui réclame avant tout accord de paix le retrait complet des forces ukrainiennes dans 4 régions considérées comme occupées, ou la promesse pour Kiev de ne jamais rejoindre l'OTAN. À près de 8000 km de là, Donald Trump compte suivre cette nouvelle rencontre de près, après l'échec des 2 sessions de mai puis juin dernier. Le président américain qui a d'ores et déjà lancé un ultimatum à la Russie en exigeant un accord de paix d'ici 50 jours, sous peine de sanctions sévères et d'une reprise de livraison d'armes à Kiev.
Et c'est dans ce contexte que nos équipes ont recueilli l'interview exclusive de Jean-Noël Barrot à Kharkiv. Ce sera à suivre intégralement sur BFM TV tout à l'heure à 18h15 dans BFM Story. On va retrouver Paul Gogo, notre correspondant à Moscou, avec cette rencontre directe entre Poutine et Zelensky réclamée par le président ukrainien. Mais Paul, Moscou botte déjà en touche. Rien d'incroyable dans cette déclaration du Kremlin, mais tout de même, on remarque que la situation est totalement assumée par Dmitri Peskov, donc le porte-parole de Vladimir Poutine, qui en gros laisse entendre que les Russes, la délégation russe se rendra bien à ces négociations, mais qu'il ne faut rien y attendre. Donc en fait, l'idée c'est vraiment juste de montrer une sorte de bonne volonté. Nous participons à des négociations quand il y en a. C'est un message aussi envoyé à Donald Trump. Nous sommes de bonne foi. Mais derrière, on le comprend et c'est aussi presque assumé par le Kremlin. Tout est fait pour que rien ne fonctionne, tout simplement parce que la stratégie de Vladimir Poutine, c'est de continuer ce conflit, c'est de continuer cette offensive sur l'Ukraine sans jamais faire de concessions, sans jamais ouvrir la moindre fenêtre à des négociations. Et donc c'est tout cela qu'il va falloir suivre dans les heures qui viennent, parce que peut-être tout de même que les deux parties vont s'entendre sur la libération de certains prisonniers ou le retour de certains corps. Mais même en suivant tout ça, on risque de se rendre compte assez rapidement demain que la Russie est venue avec des documents, des pages blanches, des documents vides et sans la moindre volonté de proposer des choses aux Ukrainiens pour obtenir un cessez-le-feu ou un accord de paix. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, annonce ce matin que 17 premiers narcotrafiquants viennent d'être transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. C'est dans le Pas-de-Calais. Vincent Vieillard, vous êtes sur place. Ce centre, c'est le premier à avoir été choisi pour accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Oui, ils sont arrivés ce matin aux alentours de 11h30, un impressionnant convoi de fourgons escortés par des motards de la gendarmerie. Et cette arrivée donc qui a peut-être un peu surpris les agents. On a pu échanger avec quelques syndicats ici qui ont confié qu'ils ont appris ce transfert tôt ce matin. Et ce transfert donc des 17 premiers détenus qui sont arrivés ici, à rajouter aussi avec les 5 qui sont restés dans ce centre de Vendin, parmi lesquels Redouane Faïd ou encore Salah Abdeslam. Alors si les agents l'ont appris ce matin, il n'y avait pas forcément de dérangement pour eux, puisqu'ils ont été prêts. Ça fait plusieurs mois qu'ils ont suivi plusieurs formations, notamment anti-corruption. C'est vrai que les conditions ici de travail ont diamétralement changé pour eux. Ils seront plus nombreux que les détenus. Ils seront aussi beaucoup plus protégés. Et puis le centre aussi a subi pas mal de transformations. On voit les derniers travaux sur ces images de Pauline Delevoye, les derniers travaux sur la façade extérieure de ce centre pénitentiaire, mais 4 millions de travaux en tout ici, avec un nouvel hôpital, des salles de visioconférence aussi pour les prochains échanges et toute audience avec les juges. Et alors on sait très peu de choses de ces 17 détenus arrivés ce matin. On sait qu'ils sont arrivés du sud de l'Oise ou d'Île-de-France, mais donc pas de Mohamed Amra parmi ceux-là. Lui sera normalement dans les prochains convois qui devraient arriver dans les prochaines semaines pour arriver donc aux 100 détenus les plus dangereux de France ici à Vendin-le-Vieil. Merci pour ces précisions, Vincent Vieillard avec Pauline Delevoye en direct donc du Pas-de-Calais. 14h41 également dans l'actualité, le jugement a été rendu à La Rochelle dans l'affaire de cette conductrice octogénaire qui avait mortellement percuté l'an dernier une enfant de 10 ans qui roulait à vélo. Elle est jugée coupable, Boris Karlamov. Vous êtes à La Rochelle et la justice a suivi les réquisitions du parquet. Oui, absolument, puisque cette conductrice âgée aujourd'hui de 83 ans a été reconnue coupable et condamnée à 4 ans de prison avec sursis, annulation du permis de conduire avec une interdiction de solliciter à nouveau ce permis de conduire pour une durée de 5 ans, ainsi qu'une confiscation de son véhicule. La conductrice n'était pas présente aujourd'hui à cette audience lors de ce délibéré, mais les parents de Margot étaient bel et bien présents au premier rang de cette salle d'audience. Ils attendaient avec impatience donc le rendu de ce délibéré, justement avec leur avocat. Bonjour maître. Bonjour. Comment est-ce que votre cliente a réagi à l'énoncé de ce délibéré? On va rappeler qu'elle a perdu sa fille Margot qui était âgée de 10 ans ce 5 juin 2024 dans cet accident de la route. Écoutez, je pense qu'avec un brin de soulagement, parce que ils attendaient non pas une peine, non pas une sanction, mais simplement qu'on reconnaisse la culpabilité, que le tribunal vienne dire qu'il y avait eu une imprudence à l'origine de cet accident, que cette imprudence était pénalement répréhensible. Donc c'est chose faite.
Encore une fois, rien ne leur ramènera jamais leur petite fille, comme rien ne ramènera la quiétude à tous ces enfants qui ont été victimes. Mais je pense que c'est un message fort, d'autant plus que la motivation du tribunal, de ce qu'on a pu en comprendre, va vraiment dans le sens du fait de dire que prendre le volant, alors que l'on a des antécédents de santé qui devaient alerter, est constitutif d'une imprudence. Oui, puisque le président a lu quelques extraits de ses motivations. Maître Julie Parade, il a notamment dit « Elle a décidé de conduire son véhicule malgré plusieurs malaises récents, une vitesse supérieure et malgré un traitement médical. L'accident aurait pu être évité. » C'est qu'elle n'avait pas pris conscience du danger qu'elle pourrait commettre, et ce danger, elle a bel et bien commis puisqu'elle a été reconnue coupable. C'est qu'en fait, elle n'a pas tiré les conséquences de ce qu'elle vivait au quotidien, et c'est ce que nous avions plaidé en insistant sur le fait que cette femme ne pouvait pas ignorer que son état de santé n'était pas compatible avec la conduite et qu'elle s'était quelque part accrochée à son permis envers et contre tout, et que malheureusement, comme souvent dans ce type de situation, il y a un jour où ça passe plus, et malheureusement, ce jour-là, Margot est morte. Est-ce que vous ne craignez pas qu'une certaine partie de l'opinion publique puisse trouver aujourd'hui ce jugement clément ? Écoutez, je pense qu'il faut qu'on arrête en France de considérer que le permis de conduire, c'est un droit fondamental à vie. D'abord, c'est pas un droit, c'est une autorisation. Ensuite, il faut qu'on arrête de délivrer des permis à vie. Le combat des parents va maintenant être de se battre pour faire instaurer un contrôle de l'aptitude, pas simplement pour les seniors, mais tout au long de la vie du conducteur. La France ne peut plus se permettre d'être un des derniers pays en Europe où il n'y a aucun contrôle de l'aptitude. Et il faut quand même se dire que si on contrôle le véhicule, on doit aussi contrôler le conducteur. Alors certes, ce n'est pas une mesure qui pourrait apparaître comme très populaire, quoique les sondages disent l'inverse. Mais encore une fois, il s'agit de sauver des vies. Et je pense que quand il s'agit de sauver des vies, il faut savoir mettre les moyens. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après ce procès dans la tête des législateurs, des parlementaires, pour qu'enfin il y ait des contrôles médicaux? C'est le souhait de la maman de Margot, des contrôles médicaux réguliers pour éviter ce genre de drame. Est-ce que vous pensez que les politiques peuvent avoir une prise de conscience aujourd'hui suite à ce jugement du tribunal de La Rochelle? On a voulu, de concert avec les parents de Margot, faire de ce procès le procès de l'exemple, pour remettre cette question fondamentale au cœur du débat. C'est chose faite maintenant. Je pense qu'on va continuer de manière extrajudiciaire à tout faire pour que cette proposition de loi qui existe sur le bureau de l'Assemblée, mais qui n'est pas encore agendée, le soit, qu'il y a un débat parlementaire et qu'enfin, on instaure une réglementation autour de l'aptitude. Et si on y arrive, et je pense que les parents de Margot y arriveront, alors que peut-être on pourra se dire que quelque part, cette petite fille de 10 ans n'est pas morte pour rien. Délibéré rendu aujourd'hui, le procès s'est tenu le 1er juillet dernier. Il y avait donc cette femme âgée de 83 ans. Certains avocats, vous en faites partie, ont pu juger son attitude assez déconcertante, manque d'empathie, des mots d'excuses assez faibles. Est-ce que vous pouvez nous raconter son comportement lors de l'audience qui s'était tenue sur un seul jour ici à La Rochelle? On a eu quelqu'un qui à la barre a été comme ce qui transparaissait du dossier, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prenait pas la mesure, qui n'a pas fait preuve d'aucune empathie, qui n'a pas eu un seul mot pour les familles de victimes, jusqu'au moment où, à la fin des débats, à la dernière minute, le président a insisté, et là, on a une demande de pardon. Mais si vous voulez, le sentiment général, ça a été que c'était quelqu'un qui, malheureusement, ne prenait pas conscience et était totalement à côté du débat. Encore une fois, on a des enfants, une petite fille qui est morte, d'autres enfants qui ont été gravement blessés, et je pense que son attitude a profondément blessé toutes les familles. Merci Maître Vincent Julie Parade d'avoir réagi sur BFM TV donc à l'annonce de ce jugement, 4 ans de prison avec sursis, condamnation donc pour cette conductrice âgée de 83 ans qui a donc été reconnue coupable d'avoir provoqué la mort de Margot âgée de 10 ans. C'était le 4 juin 2024 sur une avenue de La Rochelle. Merci beaucoup Boris Karlamov avec Vincent Hénin à La Rochelle. Plus d'1,5 million de signatures. La pétition citoyenne contre la loi Duplon sur l'agriculture donne à ses détracteurs l'espoir de l'ouverture d'un débat à l'Assemblée nationale. Dans la classe politique, l'opposition y voit une aubaine. Le gouvernement, lui, ouvre la voie au dialogue. Romain Langlais. Le texte n'en finit plus d'agiter la classe politique. Face au succès de la pétition contre la loi Duplon, Mathilde Panot prend la plume ce matin. Au-delà d'un nouveau débat, l'insoumise appelle dans une lettre Emmanuel Macron à engager une seconde délibération sur l'utilisation des pesticides. Il est inconcevable qu'un texte suscitant une opposition aussi large, scientifique et citoyenne, et adopté dans des conditions indignes d'une démocratie parlementaire, puisse entrer en vigueur. Il est encore temps d'agir. Si le chef de l'État n'a pas prévu de s'exprimer pour le moment,
La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, se dit prête à débattre à la rentrée. L'organisation d'un débat est désormais à la main de l'Assemblée nationale. Le gouvernement y est bien sûr pleinement disponible. Au cœur des discussions, l'usage par les agriculteurs de l'acétamipride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. Pour le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, les scientifiques seuls doivent trancher la question. Ce produit fait l'objet d'une homologation européenne. Je rappelle, parce qu'on entend beaucoup de choses et beaucoup d'hystérie. Ce débat est un débat scientifique. Moi, je suis là en limite de compétences, je ne suis pas toxicologue, mais ce que je dis, c'est qu'il est utilisé partout, et donc si il est reconnu comme étant utilisable, et c'est le cas en ce moment par l'autorité sanitaire européenne, alors il faut que les agriculteurs français puissent l'utiliser. Favorable à la loi du plomb votée début juillet, Marine Le Pen dit elle aussi soutenir de nouveaux échanges parlementaires pour restaurer la confiance des Français. Reste avec nous sur BFM TV. Dans un instant, c'est l'après-midi info avec Pauline Simonet qui reviendra notamment sur ces 17 premiers narcotrafiquants qui ont été transférés vers la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. C'est dans le Pas-de-Calais. Transfert évidemment avec de grosses conditions de sécurité, des conditions de sécurité hors normes selon le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Très belle journée sur BFM TV. C'est le site de la météo. À bientôt.